Le gouvernement d'union nationale est enfin constitué. La nouvelle équipe dirigée par Cheikh Modibo Diarra compte 31 membres, dont 4 femmes. La liste complète des membres du nouveau gouvernement dans un instant. Un bloc de collines qui s'effondre sur une maison d'habitation. Cela s'est passé hier à Sikoroni, Surakabouguni. 4 membres d'une même famille ont péri dans l'accident. Un drame qui pose le problème des constructions anarchiques au flanc des collines. La chronique santé porte ce soir sur les brûlures chez les enfants au niveau de l'hôpital Gabriel Touré où se fait la prise en charge. 17% des enfants enregistrés risquent de mourir, un chiffre trop élevé selon les médecins. Bienvenue à cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter et nous commençons par ce décret portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, décrète sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de l'économie, des finances et du budget, Tchena Koulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel-major Yamoussa Kamara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Koulibaly, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Moussa Senko Koulibaly, ministre de la fonction publique, de la réforme administrative, chargé des relations avec les institutions, Mamadou Namouri Traoré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Madame Traoré Rokia Gikine, ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile, Général Tchefin Konati, ministre de l'Agriculture, Dr Yaranga Koulibaly, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Aruna Kanté, ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation, de la Promotion des langues nationales et de l'Instruction civique, Adama Wan, ministre de la Santé, Soumana Makadji, ministre du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, Madame Diallo Fadima Touré, ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire, Mamadou Koulibaly, ministre des Transports et des Infrastructures routières, lieutenant-colonel Abdoulaye Koumaré, ministre des Mines, Dr Amadou Baba Si, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Malik Koulibaly, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Deja Mahaman Katra, ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkarim Konate, ministre de l'Élevage et de la Pêche, Makan Tunkara, ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées, Dr Mamadou Sidibé, ministre de la Communication, Bruno Maïga, ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, Brehima Tolo, ministre de l'Énergie et de l'Eau, Alpha Bokar Nafo, ministre de la Culture, Boubacar Amadoun Kébé, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, David Sagara, ministre de la Jeunesse et des Sports, Ameifoune Mahalmadan, ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Madame Alwata Ishata Saï, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Ousmane Ag Rissa, ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Yakouba Traoré, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du budget, Marimpa Samoura, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, chargé de la décentralisation, Demba Traoré. Signé le président de la République par intérim, professeur Djankouda Traoré, fait à Bamako le 20 août 2012, le Premier ministre Cheikh Mohamed Abdoulaye Souadi Modibo Diarra. Et la suite de ce journal, tragédie à Sikoroni, Surakabouguni, en commune 1 du district de Bamako, où un glissement de blocs de collines a causé hier dimanche aux environs de 16 h la mort d'une famille entière. Le père, la mère et leurs 2 enfants sont tous décédés. À l'annonce de la nouvelle, une forte équipe d'agents de la police et de la protection civile s'est rendue sur le lieu du drame. Ils ont aussitôt sécurisé la zone, puis extrait les corps. Garibou Pérou était sur place.
Pour éviter de s'exposer à la pluie qui s'est abattue sur la capitale hier après-midi, Ali Ongoïba, avec son épouse et leurs 2 enfants, une fille et un garçon, se sont retranchés dans leur maison située au flanc de la colline à Sikuroni, Sourakabouguni. Il est impossible de fuir son destin, nous témoigne cette dame qui a échappé elle aussi à la mort de très peu. J'ai entendu un bruit très fort. Il pleuvait. C'était comme ce bruit venait de la terre. J'ai crié très fort. Je disais, c'est fini pour mon ethnie. C'était une manière d'alerter la famille Angoïba du danger. J'ai ramassé mes enfants pour se retirer de ma maison. Ces 2 blocs sont tombés dessus la maison de Angoïba qui n'a pas pu échapper avec sa famille. Malgré l'accès difficile à la zone et les moyens très limités, la police et la protection civile n'ont pas manqué de professionnalisme. Elles ont extrait les corps sur lesquels des centaines de tonnes de gravats se sont effondrés. Vous avez vu le cadre, vous avez vu l'environnement. C'est ainsi que vers 16 h, nous avons été avisés par message radio de notre autorité qu'il venait d'arriver un glissement de terrain dans ce quartier, c'est Sikuroni Sourakabougou, où un pan de colline a chuté sur des habitations. Nous avons constaté déjà plusieurs victimes. Sous les décombres, pour le moment, nous sommes en train d'extraire 2 petits-enfants, un garçon et une fille de 2 et 4 ans. Pour les élus locaux, il est temps de tirer les conséquences liées à des constructions anarchiques. Nous, à notre niveau, les urbanistes, nous devons vraiment nous mettre à l'œuvre pour empêcher, sinon même déguerpir ces lieux. En réalité, ce n'est pas la mairie qui a installé les gens. C'est les occupations spontanées. Cela vraiment est un cas très regrettable. 3 membres de la famille ont perdu la vie sur le coup. Le chef de famille Ali Ongoïba, admis à l'hôpital Gabriel Touré, a lui aussi rendu l'âme quelques heures plus tard. Après cet accident mortel, nul besoin de rappeler que ces constructions anarchiques au flanc des carrières constituent un véritable danger, entre autres risques, l'effondrement de maisons mal construites, des puits abandonnés au bord des routes ou tout simplement l'écoulement de pierres à partir des carrières sur les riverains. Le gouvernorat du district de Bamako s'est dit préoccupé par l'ampleur du phénomène, suivant ce dossier signé Alpha Maïga. Détrompez-vous, ce n'est pas les falaises de Bandiagara où nous nous trouvons. Nous sommes bien ici à Bamako, dans un quartier de la capitale appelé Tchétchénie en commune 4. Malgré le danger visible, des maisons y poussent anarchiquement. J'habite ici à Tchétchénie. C'est ce que nous avons pour habiter. Si on n'a pas autre chose, nous sommes obligés de venir ici. À la longue, les concessions d'habitat sont transformées à d'autres fins. Comme le ridicule ne tue plus, c'est une boulangerie qui est construite au flanc de la carrière à Sabalibougou, en commune 5. C'est une boulangerie. Non, on n'a pas de problème. Pour faire ça, comment vous avez fait? Bon, ils ont cassé un peu pour trouver une train. Cependant, ils sont conscients des risques auxquels ils sont exposés. Cette détonation émane d'un explosif. C'est pour perforer la carrière. On est en train de faire ça dans la force. Marathon avec le brin, donc on a fait tout. Bouger jusqu'à 50 mètres, 30 mètres. Mais si tu n'as pas de maison de la vie, toi tu n'as pas de moyens. Que tu le sais, loyer, tu n'as pas de moyens. Donc obligatoire, même si ça est risque, tu es obligé de faire. À cette proximité, les dangers sont énormes et multiformes pour les populations. Populations dont la majorité sont des femmes et des enfants. De tout le temps, la protection civile a intervenu. Les exploitants sont d'abord les premières victimes de ces carrières, suite aux écroulements, et même suite au glissement des terrains. Et le second danger, c'est quoi? C'est par rapport à la population. Ces carrières constituent des zones de recueillement d'eau et des zones à risque d'inondation. Le plus grand danger, c'est que c'est dans les zones d'agglomération. Que ce soit à Lafiabou Talco, que ce soit à Sangarebougou, que ce soit dans au niveau même de Lafiabou, derrière le lycée Prosper. L'ancienne carrière de Razel, et il y a eu une jeune fille qui est morte comme ça. Elle et pratiquement toute sa famille, elle partait chercher du sable là pour aller vendre. Et c'est une carrière qui s'est effondrée. Ainsi, à qui appartiennent les carrières?
qui les gère. Il y a ce qu'on appelle la domanialité qui est appliquée aux terres du Mali. Ça veut dire le sol, ça veut dire l'air, ça veut dire la terre. Tout ça, ça appartient à l'État. On appelle le domaine national. Tout ça, c'est l'État qui gère. La gestion des carrières est pourtant réglementée, mais il y a d'énormes problèmes entre exploitants, autorités communales et l'État. Quand on a poussé les collines là comme ça, la mairie même, elle voulait mesurer encore pour donner quelqu'un d'autre. La mairie ne va jamais dépasser. La mairie ne va jamais dépasser. La mairie attribue les parcelles aux gens qui peuvent les vendre après. Les carrés sont implantés sur des collines. Les collines, c'est le domaine public. Le désempierrement, c'est la recherche des espaces. Quand la terre devient rare, il faut la chercher quelque part. Mais les gens doivent savoir que c'est même contre l'environnement. Ça déstabilise tout un système de notre environnement. L'individu ne s'approprie pas. Il y a deux façons de s'approprier. Soit l'État, les services de l'État vous donnent une terre, ou une commune vous donne une terre, ou les propriétaires coutumiers vous donnent une terre. Au cas contraire, vous ne pouvez pas vous-même aller. Ce serait un vol. Certes, l'équation du logement pose toujours problème à Bamako, malgré les efforts de l'État. Alors, faut-il laisser les populations s'installer anarchiquement jusqu'au flanc des carrières? S'il y a des problèmes de sécurité des populations, moi je veux bien qu'on ferme et on ne sera pas complaisant à ce niveau. Tout le monde sait qu'il y a des difficultés d'accès au logement, d'accès à la terre. C'est compliqué, c'est dur, les gens ont raison. Mais alors qu'on n'en vienne pas à se mettre en insécurité pour habiter quand même. Tous les sites ne sont pas adaptés à l'habitat. Certainement que les habitants ne perçoivent toujours pas le danger auquel ils s'exposent. Pour autant, l'État doit-il laisser faire? En tout cas, la gestion des conséquences lui reviendra toujours. Alors, mieux vaut prévenir. Et nous allons aborder cette autre proximité dangereuse, les constructions anarchiques dans l'emprise des rails. Dans certains endroits, on constate des concessions situées à près de 5 mètres de la voie ferrée, une pratique qui constitue un danger pour les auteurs de ces constructions. Boubacar Sissoko nous en dit plus. Dans le cadre des activités ferroviaires, les rails se meurent à petit feu à Bamako. Les abords font l'objet de toutes les agressions. Le long du chemin de fer du quartier de Samé jusqu'à Mouribabou, les constructions fusent de partout. Certaines même sont à moins de 5 mètres, alors que la distance réglementaire est de 25 mètres de part et d'autre des rails. Les distances réglementaires sont à 25 mètres. Ça, c'est le décret de mars 2005 qui nous le dit. Et cette servitude-là concerne tout simplement Samé, de Samé à Bukasumbu. Si vous faites le tour, vous trouverez les chantiers en cours dans les servitudes des rails. Pourtant, tous mesurent les dangers qu'ils peuvent courir en cas de déraillement. On ne souhaite pas un accident. Bon, en cas d'accident, vraiment, on court d'énormes risques. Une fois, il y avait un troupeau de bœufs qui descendait ici. Le train est venu les massacrer. Au quartier de Samé, voici le spectacle qu'on trouve sur les rails. Tantôt lieu de dépôt d'ordures, où certains n'hésitent pas à ériger la fondation de leur maison dans un ravin à côté des rails. Bon, ici, un bar est blotti sur les flancs de la voie ferrée à risque et péril, qui autorise donc ces riverains à s'installer en ces lieux interdits. Il y a eu des détenteurs de titres qui ont leur titre de propriété installés bien avant nous. Et c'est l'État qui a donné ces titres-là. Donc ce n'est pas la mairie. Les titres ne relèvent pas de la mairie. Normalement, on ne doit jamais céder les titres sans que le maire donne son avis favorable. Dans l'emprise des rails, dans les 25 mètres là, la mairie n'a pas le droit d'installer un citoyen. Vous prenez la RN14, donc la route de Kouloukoro là, les installations que vous allez voir, c'est probablement
les aires de lavage, c'est aussi les points de vente. Et généralement, ce sont des autorisations provisoires que nous délivrons aux personnes qui sont installées et en accord avec Transrail. Le long de la voie ferrée à travers Bamako, on rencontre des scènes qui se passent de tout commentaire. Un fil électrique a même les rails pour alimenter une famille. Ce n'est pas fini. La voie ferrée est obstruée par toutes sortes d'incommodités. Les poteaux électriques, eux aussi, sont souvent très proches de la ligne ferroviaire. Pourtant, la loi est claire. L'État a signé une concession avec une société étrangère. Elle concerne le matériel roulant. Les domaines et les bâtiments restent et demeurent des propriétés du Mali jusqu'à la fin de cette convention. Il ne s'agissait pas d'installer n'importe comment ceux qui demandaient à occuper cet espace, parce que cet espace est réservé uniquement pour la promotion du trafic ferroviaire. L'occupation anarchique pose un problème de sécurité s'il y a des constructions anarchiques. Lorsqu'on approche un passage à niveau, tout engin ou toute personne qui approche un passage à niveau doit normalement avoir à sa disposition un losange de visibilité qui doit lui permettre, à gauche et à droite, d'apercevoir tout train au moins à 1,5 km. Donc s'il y a des constructions anarchiques, ce losange de visibilité disparaît et c'est lorsque les gens sont pratiquement sur les rails qu'ils s'aperçoivent que le train est proche et ils sont pris de panique et peuvent se faire écraser, donc ce qui constitue des causes d'accidents, donc d'insécurité, ce qui veut dire que l'occupation anarchique pose un problème d'insécurité pour l'ensemble des citoyens du district de Bamako, et particulièrement ceux qui ont des handicaps, notamment les sourds-muets. Comme on le dit, le train ne fait que suivre les rails. Un certain espace est indispensable pour la visibilité sur la voie. Il y va de notre sécurité. Direction Missira, en commune 2 du district de Bamako. Après la forte pluie d'hier soir sur la capitale et ses environs, les ordures en provenance du marché de Médine ont envahi le quartier. Les habitants du quartier pointent un doigt accusateur sur la mairie du district qui doit s'occuper, selon elle, de la gestion de ce marché et du curage des caniveaux. Tchemoro Konaté est allé voir. La population de Missira était débordée ce dimanche soir par les eaux de pluie et les déchets solides et plastiques en provenance du marché de Médine. Pour manifester leur mécontentement, les victimes ont ramassé les ordures et les ont entassées au beau milieu des artères. Dans ce quartier, nombreux sont les caniveaux non curés. À cela s'ajoute la rareté des groupements d'intérêt économique dans le ramassage des ordures devant les différentes familles. Deux raisons qui sous-tendent la prolifération des déchets et la stagnation des eaux. Autour du sinistre, de nombreuses plaintes. Jamana ye mɔgɔ kelen ta tɛ an bɛɛ de ta don donc ne wari min b'an ka mairie communes na donc u k'a d'anw yɛrɛ ma n'u tɛ se k'a di mɔgɔw ma n'u bɛna an ka ɲamanw labɔ u k'a di matériel san dɔrɔn u kana wari d'an ma dɛ burɛti pelu ɲamanbɔminɛnw quoi les équipements seulement u k'a d'anw yɛrɛ ma an b'a labɔ. C'est la colère de la population vis-à-vis des déchets qui descendent du marché de Médine. Bon, longtemps nous avons essayé de résoudre ces problèmes-là. À chaque fois qu'il pleut, donc les commerçants détaillants des légumes au niveau du marché de Médine donc déversent leur surplus ou bien les produits qui n'ont pas été achetés ou bien les produits périmés. Donc ils jettent ça sous la pluie, donc qui viennent s'engombrer au niveau des voies, au niveau des maisons des gens. Tous les intervenants demeurent convaincus que les responsabilités incombent à la mairie du district qui contrôle le marché de Médina-Kroa. Les autorités dont il s'agit ont-elles été approchées? Nous avons approché le district de Bamako qui s'occupe de la gestion du marché de Médine. Plusieurs fois nous avons écrit, plusieurs fois nous avons vu les différents responsables au niveau de la mairie du district. Le résultat? Le résultat, vous l'avez vu aujourd'hui, la colère de la population vis-à-vis des déchets.
Le problème, il est connu. Il s'agit de trouver la solution à ce problème-là. Sinon, il ne s'agit pas de dire que c'est le district, c'est la commune 2. Non, non, non. Cette calamité était couplée d'une noyade. C'est une fille d'environ 7 ans qui a été emportée par l'eau. Voilà, ces ordures qui envahissent Missirah nous amènent à parler du curage des caniveaux. Ce curage demeure une activité majeure en période hivernale dans le district de Bamako et la mauvaise exécution de ces travaux contribue à la pollution de la ville. Le plus souvent, après les travaux de curage, les ordures non évacuées sont reversées dans ces ouvrages à la suite de fortes pluies. Nous nous sommes intéressés à l'entretien de ces ouvrages dans l'urbanisation et l'assainissement de notre capitale. Agali Ag Agissa. La réalisation des caniveaux contribue à l'assainissement de la capitale. L'entretien de ces ouvrages mérite alors une attention particulière. Au-delà de la lutte contre les inondations, cette activité contribue à la création d'emplois. Nous faisons des contrats avec des groupements d'intérêt économique, des contrats qui vont de sensiblement de 3 millions, souvent même jusqu'à 10 millions dans le cadre de ces curages de caniveaux. C'est dire que pour ce qui est de la création d'emplois réellement, je peux vous dire que, par exemple, l'an passé, nous avons eu à employer près de 3000 personnes dans le cadre du balayage et du curage de caniveaux. C'est-à-dire que c'est des emplois qui sont là. Pour le balayage, c'est des emplois permanents puisqu'ils s'étendent sur toute l'année. Mais pour le curage, c'est des emplois temporaires de 2 mois. Réalisés pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie, les caniveaux malheureusement servent le plus souvent de dépôt d'ordures. En période de pluie, où ces caniveaux sont d'une utilité particulièrement importante, ils sont curés et les ordures sont déposées non loin des ouvrages. Une attitude qui nuit à la santé des populations, surtout aux riverains des ouvrages. Les produits qui sortent de ces curages, normalement, sont gérés à travers le contrat, dans le cahier de charge, qui donne les délais d'évacuation de ces produits. Les produits qui sortent de ces caniveaux sont souvent très liquides et il faut un certain temps pour les laisser sécher avant de les faire évacuer. Ce temps, chez nous, au district de Bamako, ne dépasse pas les 48 heures. Nous faisons le même constat que vous, que certains produits restent toujours non évacués, même après 15 jours. Les caniveaux sont pleins, dans toute l'année c'est plein. C'est la mairie qui devrait enlever ça, mais ils le faisaient. Donc nous aussi, on est obligé de le faire pour notre santé. Les autres sont là, je n'ai pas le moyen de ramasser. Parce que j'ai cherché les chargés, me dit 30 000. Moi, j'ai enlevé le caniveau à 10 000. On boit souvent. Dès qu'on a sur la bonne eau, un roué franon, un métro à voir franon, tout le monde est à la gagne. On va charger, donc on va charger ma cliente qui me flaque, qui me flaque bidou, qui me sava. Certes, la citoyenneté impose à chacun d'assainir son environnement, mais la question qui se pose est la suivante. Peut-on venir à bout des nuisances et pollutions de la grande ville en se basant seulement sur la bonne foi des populations? Le curage, généralement, il est fait à notre insu et les destitutions, quand ça reste, nous pensons que c'est une nuisance au niveau des populations et nous interpellons qui de droit et généralement le travail est fait. Le maire du district, dans une réunion, a affirmé qu'effectivement, chaque fois que le curage est confié à une entreprise, s'il lève les districtus avant 48 heures, après 48 heures, normalement son contrat est résilié purement et simplement. Compte tenu de sa démographie galopante, la ville de Bamako a besoin aujourd'hui d'un plan d'urbanisation avec un réseau d'assainissement conséquent. Un plan qui permet l'exécution d'une politique cohérente d'assainissement avec l'implication de tous les citoyens. Sur un tout autre plan, le syndicat national des hôpitaux et structures a levé aujourd'hui son mot d'ordre de grève, initialement prévu du 21 au 23 août 2012. Une déclaration lue ici par le secrétaire aux revendications du syndicat Sidi Koulibaly. Fédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Syndicat national des travailleurs des hôpitaux et structures de santé, SINATRAS. Suite à la réunion extraordinaire du bureau syndical du syndicat national des travailleurs des hôpitaux et structures sanitaires, SINATRAS, tenu le 19 août 2012 à son siège au point G,
compte tenu des négociations en cours, nous, comité syndical du CHU du Point G, décidons de suspendre le mot d'ordre de grève initialement prévu les 21, 22 et 23 août 2012 et le reporter au 28, 29 et 30 août 2012. Il est demandé à tous les personnels du CHU de rejoindre les services respectifs le mardi 21 8e mois 2012 à 7h30 précise. Par ailleurs, une assemblée générale d'information se tiendra le mardi 21 août 2012 à 12h précise dans la salle de conférence du CHU du Point G. Nous comptons sur la très bonne compréhension de tous les travailleurs du CHU du Point G. Salutations syndicales. Le secrétaire général Sinatra, celui du Point G, M. Mambi Keita. Voilà, Sidi Koulibaly, le secrétaire aux revendications du syndicat national des hôpitaux et structures, était au micro de Tchemogo Konaté. Geste de solidarité des travailleurs du ministère de la fonction publique envers leurs collègues des régions du nord du Mali. Ils viennent de remettre la somme d'1 million de francs CFA aux régions de Kidal, Gao et Tombouctou. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du maire de la commune de Tombouctou et les représentants des syndicats des travailleurs des autres régions bénéficiaires. L'argent acheminé par la Croix-Rouge malienne à Tombouctou a servi à l'achat de 3 bœufs et de 2 moutons. La viande a été répartie aux bénéficiaires à l'occasion de la fête de Ramadan. Voilà. Les régions de Kidal, Gao et Tombouctou. Sport football, un match inaugural de la 29e journée du championnat national Ligue 1. L'association sportive de Bamako s'est inclinée 1-3 devant l'AS Real de Bamako. C'était cet après-midi au stade du 26 mars. Le résumé de la rencontre, c'est avec Koumba Nyameli. Dans ce match, c'est l'AS Real de noir et blanc vêtu qui prend les commandes dès les 20 premières minutes, chose qui lui a permis d'obtenir l'ouverture du score à la 21e minute par Abdoulaye Diarra. 1-0 pour les réalistes, ce score nous amène à la mi-temps. Puisque l'objectif est de terminer la saison en beauté pour les deux formations. À la reprise, l'ASB montre un nouveau visage et obtient un pénalty. Ce tir est raté par Amara Malé à la 48e minute. À 1-0, nous sommes à la 58e minute. Nikon Dao double la mise pour le Real. Galvanisé par ce but, 2 minutes plus tard, Nchi Amadou Samake corse l'addition pour le Real. Mais les jeunes de l'ASB arrivent quand même à sauver l'honneur grâce à un pénalty qui sera transformé par Mamadou Kouyaté à la 85e minute. Score final 3-1 en faveur du Real. La première mi-temps, on n'a pas pu saisir les occasions, on n'a pas pu marquer. Mais la deuxième mi-temps, on a bien saisi les occasions et puis on a marqué. Bon, il reste une seule journée, mais on va essayer de prendre ces 3 points-là pour débuter la saison prochaine. On est en fin de saison. Je peux dire qu'il y avait pas mal de nouvelles têtes pour cette rencontre. Tous les titulaires ont laissé, donc on était obligé de jouer comme ça. Le foot, on a tout donné, on a donné le meilleur de nous-mêmes, mais le jeu de stade n'était pas avec nous, on a perdu ce match. Bon, c'est pas la fin du monde, on va préparer la dernière rencontre. Avec cette victoire, l'AS Real, 10e au classement provisoire, a désormais 39 points plus 6. L'ASB, 8e, 39 points à une journée de la fin. À présent, Focus Santé, la chronique nous parle aujourd'hui des brûlures chez les enfants, des traumatismes qui se multiplient pendant le mois de Ramadan et qui peuvent hypothéquer la vie d'un enfant. Au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, où se fait la prise en charge, 17% des enfants enregistrés aujourd'hui risquent de mourir, ce qui est toujours trop élevé. Focus Santé, une réalisation de Tchessira Dambile, âme sensible s'abstenir, les images sont assez choquantes. Un enfant, en jouant, sait renverser le contenu d'une marmite sur le feu, sur lui-même. Les parents surveillent-ils suffisamment leurs enfants au point de leur éviter les accidents domestiques de type brûlure
En tout cas, au service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, les médecins attirent l'attention des parents sur les risques que courent les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. Ici, chaque année, on enregistre une centaine d'enfants pour raison de brûlures. Les brûlés, on a 15% des cas. Ça, c'est quand l'enfant est accompagné soit de sa maman, soit du frère ou bien de la sœur. Donc, quand l'enfant est sous surveillance, il y a 15% des cas d'accident domestique là, qui est là. Mais la grande fréquence, c'est quand l'enfant est seul. On a plus de 55% de ces accidents arrivent quand l'enfant est seul. Les brûlures posent un problème mondial de santé publique à part. Selon l'OMS, elles sont responsables de 195 000 décès par an dans le monde. La majorité de celles-ci surviennent dans des pays à revenus faibles ou moins, et parmi les victimes se comptent les enfants que même la surveillance parentale ne sauve pas. Au Mali, l'emplacement des cuisines compte tenu du type d'habitat en est pour quelque chose. Le nombre d'accidents augmente pendant le mois de carême, le foie, alors que la prise en charge coûte cher. Le coût est énorme. Des fois, s'il y a nécessité d'une réanimation, parce que ça arrive, le coût, déjà en 3 jours, il faut compter dans les 100 000 francs. Donc, il peut arriver même qu'un enfant brûlé soit intubé. La prise en charge des brûlures est multidisciplinaire. Elle implique pédiatres, chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs et kinésithérapeutes. Plus de 50% des enfants brûlés enregistrés à l'hôpital Gabriel Touré ont entre 1 et 4 ans. Si aujourd'hui 17% d'entre eux meurent encore, en 2004-2005, 31% d'entre eux mouraient. En cause, la gravité des brûlures et les symptômes qui apparaissent, ce que les médecins appellent la maladie de la brûlure. Il y a une atteinte rénale, une insuffisance rénale qui peut arriver. Des problèmes respiratoires, pneumonie ou autre détresse respiratoire qui peut arriver. Pneumonie chez un enfant, c'est grave, surtout que l'enfant est brûlé. Il y a l'infection qui est là. Il y a le débit sanguin, il y a l'anémie qui est là, qui est encore très grave aussi. Il y a le débit sanguin qui diminue, le problème cardiaque peut survenir, et même la fonction hépatique est atteinte. C'est la brûlure qui provoque tout ça. Dans la prise en charge d'un cas de brûlure, le délai de la référence et le premier geste semblent déterminants. Une brûlure se produit, tout de suite, il faut enlever les habits, parce que les habits aussi sont chauds, il faut enlever les habits pour diminuer la température. Ensuite, mettre l'eau de robinet. L'eau de robinet, pendant 10 minutes comme ça, refroidir. Ensuite, se rendre chez un médecin. Et le médecin, tout de suite, voit essayer l'état vaccinal de l'enfant, la vaccination est à jour. Et puis surtout, il faut lutter contre la douleur. Dès le début, si on peut, un accident, on a enlevé les habits, on a mis de l'eau, vous avez du paracétamol donné à l'enfant. Dirigez-vous chez un médecin. En attendant la création d'un service des brûlés, l'hôpital Gabriel Touré a aménagé une salle pour les enfants. Il compte sur la vigilance des parents pour réduire considérablement les accidents domestiques et les cas de brûlure. Voilà, nous sommes presque à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, petit rappel des nouveaux membres du gouvernement. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, décrète son nommé membre du gouvernement en qualité de ministre de l'économie, des finances et du budget, Tchena Koulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel-major Yamoussa Kamara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Koulibaly, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Moussa Senko Koulibaly, ministre de la fonction publique, de la réforme administrative, chargé des relations avec les institutions, Mamadou Namouri Traoré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Madame Traoré Roukia Guikine, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, Général Tchefin Konaté, ministre de l'Agriculture, Dr Yaranga Koulibaly, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Aruna Kanté, ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'instruction civique, Adama Wan, ministre de la Santé, Soumana Makadji, ministre du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, Madame Diallo Fadima Touré, ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire, Mamadou Koulibaly,
ministre des Transports et des Infrastructures routières, lieutenant-colonel Abdoulaye Koumaré, ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Malik Koulibaly, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Deidja Mahaman Katra, ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkarim Konaté, ministre de l'Élevage et de la Pêche, Makan Tunkara, ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées, Dr Mamadou Sidibé, ministre de la Communication, Bruno Maïga, ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, Beima Tolo, ministre de l'Énergie et de l'Eau, Alpha Bokar Nafo, ministre de la Culture, Boubacar Amadoun Kébé, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, David Sagara, ministre de la Jeunesse et des Sports, Amey Founé Mahalmadan, ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Madame Alwata Ishata Saï, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Ousmane Ag Rissa, ministre des Affaires religieuses et du Culte, Dr Yacouba Traoré, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du budget, Marempa Samoura, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, chargé de la décentralisation, Demba Traoré. Bamako, le 20 août 2012, le président de la République par intérim, professeur Djankouda Traoré, le Premier ministre, Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra. Sur ce, prend fin donc cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et se réjouit de vous retrouver demain. Et comme chaque soir, nous avons une pensée particulière à l'endroit de nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec eux. On ne vous oublie pas. Bonsoir et bonne suite de programme sur le RTM.